Donc nous aurons 3 interventions pour clôturer cette journée et nous aborderons des médiations atypiques. Alors, je vais présenter les invités. Donc il y aura en premier lieu une intervention de Chloé Carré, qui est directrice de la bibliothèque humaniste et qui va nous livrer en avant-première un jeu qui a été mis au point au cœur d'une exposition qui commence le 28. Merci beaucoup d'être avec nous parce que c'est que le timing est très serré. Donc on aura une expérience de réalité virtuelle et une nouvelle vision de la bibliothèque humaniste dont on a déjà parlé ce matin. Nous aurons pour deuxième intervenante Laurine Sandoval, qui est directrice de l'association européenne Espace Gutenberg. Espace Européen Gutenberg. EEG, excusez-moi. Voilà, on a également évoqué cette association qui est bien connue à Strasbourg, mais dont on évoquera peut-être un peu l'émission pour que vous en ayez une vision plus précise. Et là, il sera question d'une application qui est née, je crois, en 2023, qui en est encore à ses débuts, on peut le dire, une application et qui nous fera sortir des bibliothèques et qui nous fera rencontrer justement d'autres univers. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir donc Pauline Laurent, qui est comédienne, qui est associée au TAPS. Alors le TAPS, c'est le théâtre actuel et public de Strasbourg. Voilà. Merci. Et donc, Pauline nous parlera plus particulièrement d'une expérience, les étapes Gutenberg, qui a vu le jour à l'occasion de Capitale mondiale du livre et qui intervient en lien avec une exposition, l'imprimé quel caractère. Vous découvrirez, vous rentrerez dans les coulisses du projet. Et donc, je laisse la parole maintenant à Chloé. Alors, avant de vous parler de l'exposition et du jeu vidéo qu'on a créé pour l'exposition qui va démarrer, comme le disait Bernadette, le 28 juin prochain, dans un peu plus d'une semaine, je voudrais quand même un petit peu recontextualiser parce que j'ai eu la chance d'accueillir un certain nombre d'entre vous hier soir à la bibliothèque humaniste, mais je ne sais pas si tout le monde connaît la nouvelle bibliothèque, donc restructurée entre 2014 et 2018. Donc vous avez ici quelques images qui vous permettent de prendre connaissance du lieu, donc entièrement restructuré par le cabinet de Rudy Ricciotti. Et donc c'est l'occasion à ce moment-là de l'histoire de la bibliothèque de faire un vrai projet, un vrai chantier école pour, enfin pas un chantier école, pardon, un chantier des collections total pour vraiment mieux connaître le fond, les fonds plutôt, des fonds d'ouvrages que vous connaissez peut-être bien déjà, des fonds donc on a 70 000 ouvrages à la bibliothèque humaniste, donc de périodes très différentes, mais le fonds le plus important et le plus reconnu à la bibliothèque humaniste, c'est celui du 15e et 16e siècle, comme son nom l'indique, mais on a aussi des fonds médiévaux issus de la bibliothèque paroissiale de Sélestat. Et puis en plus de cela, même si ça ne paraît pas dans le titre de bibliothèque humaniste, on est aussi musée municipal de la ville de Sélestat. Et donc on a un fonds de plusieurs milliers d'objets à la bibliothèque humaniste. On le voit d'ailleurs voilà, ici, donc des objets d'époques différentes. Vous voyez certains objets antiques, mais également donc des tableaux de la Renaissance rhénane. Et puis aussi des sculptures, la période rhénane, enfin la période de la Renaissance rhénane, pardon. Et l'objectif de cette restructuration, c'était aussi de recentrer le propos du parcours permanent. Donc hein, vous voyez à l'image, vous voyez une salle d'exposition composée donc de vitrines qui permettent de retracer le parcours de l'humaniste célestadien Beatus Rhenanus qui a légué sa collection à la ville de Sélestat, donc une collection qui aujourd'hui est inscrite au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Donc c'est un petit peu le fil rouge, le fil conducteur du parcours muséographique, donc de l'espace permanent. Et puis sur les côtés, toute une recontextualisation de cette collection personnelle de cet humaniste. On est vraiment parti pour concevoir le parcours muséographique de l'expérience du visiteur qui n'a pas forcément de connaissances sur la période, sur le sujet, et donc de lui donner des éléments de compréhension pour qu'il puisse visiter par lui-même la bibliothèque, même s'il y a beaucoup de supports d'aide, donc il y a beaucoup de médiation humaine, mais aussi des supports multimédia dans le parcours. Mais l'objectif, c'était aussi de recontextualiser cette collection, d'expliquer pourquoi elle est à Sélestat aussi, de la recontextualiser dans son univers intellectuel, mais aussi artistique et religieux également.
Et puis vous avez une autre partie qui est plus consacrée à la présentation des différents types de livres qu'on a à la bibliothèque, donc les manuscrits et les livres imprimés, avec une partie plus interactive dont je peux vous montrer un petit peu quelques exemples, parce que en fait, la médiation numérique à la bibliothèque humaniste a vraiment pris de l'ampleur au moment du chantier de restructuration, donc à partir de 2018, quand on a réouvert au public, à peu près 6 ans jour pour jour. Et en fait, le parcours permanent a été conçu de telle sorte à ce qu'on puisse évidemment voir des originaux, aller à la rencontre des originaux, qui sont sous des vitrines, qui sont exposés par cycle de rotation. Et à côté des ouvrages, vous avez des feuilletoirs numériques, enfin ce que nous on a appelé des feuilletoirs numériques, qui permettent en fait de zoomer sur les ouvrages qu'on présente et d'avoir des petits détails, des petites annotations plus précises ou plus anecdotiques aussi sur les ouvrages. Et puis sur les côtés, vous le voyez à gauche de l'image, vous avez également la lecture de certaines lettres que Beatus Rhémanus a reçues en fait des autres humanistes et de ses interlocuteurs de par l'Europe. Donc c'est une lecture sonore. Donc le multimédia est aussi très présent dans le parcours permanent, comme je le disais. Et au-delà du parcours permanent, depuis la réouverture, enfin, plus précisément depuis l'été 2019, on propose chaque été une expérience numérique qui part toujours, ça c'est très important pour nous, de notre fond, ou en tout cas qui a un lien évident avec l'histoire du lieu. Donc la première année, peut-être que certains ont eu l'occasion d'être présents à l'inauguration du patrimoine mondial, enfin de la cérémonie d'ouverture du patrimoine, de Strasbourg, capitale mondiale du livre, où monsieur Alberto Manguel a évoqué son expérience à la bibliothèque humaniste. On a eu la chance d'avoir cette expérience que peut-être certains ont vécue à la BNF aussi, c'est la bibliothèque la nuit. Donc pour le coup là c'était une première expérience pour nous de proposition au grand public d'accès une médiation numérique, donc qui n'était pas à proprement parler en lien avec la bibliothèque humaniste, mais c'était un premier essai, donc avec vraiment une location pure de cette expérience qui existait déjà, qui n'a pas été conçue pour nous. Et puis après on a voulu aller plus loin, et ce qui était prévu à l'été 2020, c'était l'expérience Odyssée, donc une expérience en réalité virtuelle, entièrement conçue pour la bibliothèque humaniste. Donc c'est une vraie fierté pour l'équipe. Donc c'est pas mon projet, c'est l'ancien directeur de la bibliothèque humaniste qui a conçu ce projet avec l'ensemble de l'équipe, mais c'était son idée au départ. Et en fait l'objectif c'était de partir à proprement parler du fond. Vous le voyez, j'ai fait un petit montage sur la vidéo, la slide suivante. Voilà. Je suis pas une pro du montage, mais vous voyez, donc on a vraiment sorti certains ouvrages de nos collections. L'objectif c'était de faire parler des livres qui avaient aussi un potentiel d'imaginaire assez fort en fait, et des imaginaires qui étaient très diversifiés, parce qu'en fait on traverse, donc on a choisi 4 livres et un objet des collections de la bibliothèque, et on passe de l'Antiquité de l'Énéide de Virgile à des scènes de Scandinavie, avec un ouvrage du XVIe siècle issu de la bibliothèque de Sélestat, qui présente les coutumes et les habitudes des peuples du Nord au XVIe siècle. Donc, ce qui nous a permis de propulser les visiteurs dans un univers complètement différent. Et puis ensuite, on a aussi choisi de faire traverser aussi l'histoire de la bibliothèque humaniste en choisissant des caisses qu'on a encore aujourd'hui de la bibliothèque humaniste, qui a été donc transportée dans le sud de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on a encore ces caisses à la bibliothèque, et donc l'idée c'était de raconter aussi l'histoire de ces œuvres, et ces œuvres qui ont un temps aussi été au château du Haut-Königsbourg, donc au moment des bombardements alliés. Donc on a voulu aussi raconter cette histoire. Donc voilà, je ne vais pas détailler davantage, mais l'objectif c'était vraiment de montrer des univers différents, et que les joueurs qui jouaient à 4 dans chaque scène avec des casques de VR puissent de manière collaborative entre eux réaliser des missions et accéder à la scène suivante en fait. Voilà, ça c'était l'objectif de ce jeu. Donc comme je vous le disais, entièrement conçu pour la bibliothèque humaniste, avec évidemment l'appui d'une société de développement spécialisée dans la médiation numérique, en grande partie pour les musées, Mosquito, donc une agence parisienne. Et puis voilà, donc là vous avez quelques images du jeu. C'était vraiment un travail d'équipe, et d'aller-retour avec le développeur, parce que évidemment c'est plus l'équipe de la bibliothèque qui connaît le fond que le développeur. Donc l'idée c'était de trouver des modes de jeu, et puis ensuite de créer un scénario autour.
et d'illustrer en fait ce qui est raconté dans les livres. Voilà. Et pour finir, je ne sais pas trop si ça va, niveau timing, c'est bon? Ok, super. Et pour finir, donc, cet été, c'est un petit peu moins innovant sur le plan du numérique, on va dire, sur le plan des nouvelles technologies. On est sur un jeu vidéo assez classique avec un écran et une caméra qui capte en fait les mouvements des joueurs. Et là, on n'est plus dans un jeu collaboratif avec plusieurs joueurs en même temps, dans un même univers. On est dans un jeu individuel qui peut aussi jouer en autonomie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans l'échange. Pour des raisons financières, pour des raisons aussi de technicité de certains jeux. Là, on a voulu un jeu plus simple, aussi parce qu'on a un projet d'exposition cette année qui est, on va dire, multiforme, avec une exposition très classique, qui nous a pris beaucoup de temps, aussi de l'argent, et une partie plus dédiée aux jeux vidéo pour prolonger justement le propos de l'exposition, et puis une partie aussi de diffusion, de projection d'extraits de films de KPDP. Puisque le parti pris de l'exposition qui va commencer en fin de semaine prochaine, c'était de partir du traité d'escrime des collections de la Bibliothèque humaniste, donc un traité du XVIe siècle qu'on voit ici à l'écran. Évidemment, donc là vous l'avez avec vous avez des captations, mais pour le jeu que je voulais vous présenter. Et on part de ce traité d'escrime et on fait voyager en fait l'escrime à travers différentes thématiques qui abordent l'escrime du point de vue historique, grâce à des documents historiques comme les traités d'escrime, on a celui de la bibliothèque, mais on en a aussi d'autres, aussi à travers certains outils, certains objets, notamment des armes du musée de l'armée, et puis de le faire dialoguer aussi avec le monde littéraire, le monde foisonnant de la littérature de KPDP. Et donc c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à Strasbourg, capitale mondiale du livre, et en même temps, je pense que vous l'aviez compris, aux Jeux Olympiques de 2024. Et donc, à travers cette exposition, on a vraiment plusieurs espaces de la bibliothèque qui vont être occupés et on ne pouvait pas en fait focaliser l'ensemble des ressources humaines et financières sur le jeu. Donc, on avait besoin d'un jeu qui pouvait se jouer en toute autonomie et qui était aussi moins coûteux. Et donc là, pour créer ce jeu, en fait, c'est des ressorts en fait, ludiques, numériques, qui sont assez simples, que le développeur avec qui on a travaillé maîtrisait déjà. Il avait déjà proposé pour d'autres jeux. Et donc, c'était assez simple à monter. Alors après, c'est un petit peu tôt pour faire un retour d'expérience, parce qu'ils sont aujourd'hui même arrivés à Célestat pour installer tout. Donc, je vais pouvoir plus vous proposer un retour d'expérience sur Odyssée que sur le jeu qu'on va vous faire découvrir à partir de la fin de la semaine prochaine, parce que c'est encore un petit peu trop tôt. Voilà. Merci. Donc bonjour, je suis Laurine Sandoval de l'espace européen Gutenberg et je suis ravie de faire partie de cette journée d'études. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil multimédia qui a vu le jour en 2022, qui est une application en réalité augmentée qui s'appelle Via Impressio, qui est en téléchargement gratuit depuis les applis Store ou Apple Store classiques. Je vais d'abord rapidement vous présenter l'association Espace Européen Gutenberg, qui donc fête ses 20 ans en 2024, la même année que l'année Strasbourg, capitale mondiale du livre, qui est une chance pour nous. Merci de nous avoir cités en introduction en parlant de nous comme pôle territorial. Alors ce n'est pas encore le cas parce que c'est un projet qui est en cours, mais effectivement on a pour ambition, j'en parlerai un peu plus tard, de faire partie d'un pôle territorial dans l'imprimerie et dans les arts graphiques. Mais pour revenir à l'association, ses missions principales à sa création étaient de sauvegarder le matériel d'impression et de sauvegarder les savoir-faire. Et de là, on a découlé des missions de médiation et de transmission de ces savoir-faire et des techniques au grand public. Depuis quelques années, l'association a un projet de centre Gutenberg qui ne serait pas un musée, mais plutôt un lieu vivant qui croiserait un espace patrimonial où on montrerait des machines, si possible en fonctionnement, et une partie avec des activités des entreprises en typographie, en lithographie, qui permettraient de rendre ce lieu vivant. Et enfin, une partie intermédiaire avec l'accès à des machines, parce que c'est une forte demande qu'on a. Depuis, j'avais une slide en plus qui a dû sauter. Depuis l'année dernière, on a été lauréat avec 11 partenaires d'un appel à manifestation d'intérêt de la Banque des Territoires dans le cadre de la création de pôles territoriaux dans les industries culturelles et créatives. C'est un peu long tout ça, mais on a été lauréat de cette AMI à l'automne 2023 pour une première phase qui nous permet de faire un projet d'ingénierie pour déposer
là à l'automne 2024, un appel à projet sur ce pôle territorial. Ce qui donne beaucoup plus d'ampleur à notre projet qui était un petit projet et qui deviendrait un projet qui rassemblerait des partenaires tels que l'Université de Strasbourg, CEMIA, l'association Accro. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir un rayonnement plus vaste, et ce qui du coup modifie notre premier projet de centre Gutenberg. C'est pas grave, c'est tout à fait intéressant, c'est juste que voilà, il faut savoir être souple, et pour nous en tout cas ça nous a permis de se retrouver avec de nouveaux partenaires dans les industries culturelles et créatives, et voilà, affaire à suivre. Normalement, la deuxième phase de cet appel à projet sortira, comme je vous disais, à l'automne 2024. En attendant, Bernadette me disait de préciser pourquoi une structure associative, parce que par rapport à tous les autres projets présentés précédemment, forcément, une association n'avons pas les mêmes moyens humains et financiers, surtout en termes de salariés, c'est-à-dire qu'on est 1,5 dans l'association, ce qui pose certains problèmes après dans la communication, dans la mise en place de projets, et surtout des complications, donc de la recherche de financement qui est différente. Donc, je vais vous parler plus précisément de l'application via Impressio. Alors, pour revenir à la genèse du projet, en fait, c'est un partenaire Brave New Media, qui est une agence qui réalise des applications en réalité augmentée et qui avait préparé un projet avec des partenaires strasbourgeois il y a 5-6 ans. Et le projet a été avorté. Or, eux avaient déjà commencé à travailler sur de la 3D et avaient très envie de pouvoir continuer à développer cette application. La ville de Strasbourg nous a mis en lien parce que l'espace européen Gutenberg cherchait justement à créer de nouveaux outils de médiation. Et nous avons décidé de mettre des fonds qui étaient dédiés à la médiation à une première phase de l'application via Impressio. Alors l'intérêt, c'est de faire donc dialoguer patrimoine et nouvelles technologies, mais c'est forcément de toucher un public qui ne va pas forcément rentrer dans les musées ou être attiré de premier abord par ce patrimoine-là, mais c'est surtout de pouvoir reconstituer un patrimoine qui n'existe pas. Parce que grâce à cette application, vous allez pouvoir rentrer dans un atelier de la Renaissance complètement reconstitué en 3 dimensions, un patrimoine qui a disparu aujourd'hui. Donc c'est répondre aussi à une autre problématique de reconstitution qui n'est pas forcément physique, mais qui peut aussi être virtuelle. Et c'est un parcours qui est à la fois ludique, mais qui donne aussi accès à un contenu plus scientifique via ce qu'on a appelé l'encyclopédie. C'est-à-dire que vous avez une balade avec, je vais vous les montrer, avec là, c'est Mantelin et une petite souris qui s'appelle Chiara. Donc c'est assez ludique avec un scénario axé plutôt jeune public. Mais si vous voulez développer, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit onglet encyclopédie. Alors je n'ai pas fait de screenshot de l'encyclopédie, mais vous pouvez avoir accès à des définitions, à des textes scannés, et cette partie-là d'ailleurs peut être développée. Cette première phase de l'application, l'a lancée à l'occasion de Strasculture. Alors c'est la rentrée culturelle strasbourgeoise qui est quand même un rendez-vous reconnu maintenant à Strasbourg et qui permet de toucher le plus de monde. Donc on a profité de cet événement-là pour lancer la première phase de l'application. Et on a fait également des visites avec le 5e lieu, des visites en partenariat avec les guides qui faisaient déjà un parcours autour de l'histoire de Gutenberg. Donc ce parcours propose, alors pour ceux qui ne connaissent pas Strasbourg, une visite du quartier des imprimeurs qui est autour de la place Saint-Thomas, où il y a encore aujourd'hui 5 ateliers historiques. Alors ce sont juste les adresses justement, il n'y a pas les ateliers physiques, mais ça permet de faire cette balade géolocalisée et puis de découvrir l'atelier en 3 dimensions. Pour parler plus concrètement du financement, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde, en fait, ce genre d'application coûte très cher. Nous, on a eu de la chance, je l'ai précisé, de se voir que Brave New Media nous offre une partie de ce qu'ils avaient déjà créé, parce qu'ils avaient envie de le développer. Nous, on avait décidé de mettre du financement dedans à hauteur de près de 15 000 €. Et on en a parlé tout à l'heure, ce fameux appel à projet PNV qui nous a permis de la DRAC, qui nous a permis de financer une plus grosse part de cette application. J'ai mis d'autres photos. Là, vous pouvez voir la presse de Gutenberg numérisée. Et surtout, cette Bible qui est la première Bible imprimée par Mantelin, qui est le premier imprimeur strasbourgeois, parce que Gutenberg n'a pas imprimé sa Bible à Strasbourg. Donc c'est pour ça qu'on voit le personnage de Mantelin. Et derrière, il y a un peu des petites blagues où il se fâche parce qu'il y a une place Gutenberg et non une place Mantelin à Strasbourg.
Et là, nous avons reconstitué, enfin c'est pas nous, Brave New Media a reconstitué en 3D, donc un peu ce qu'a fait Épinal, la Bible de Mantelin qui est conservée aux Dominicains et qu'on peut feuilleter par contre nous. Alors ils n'ont pas scanné toute la Bible, hein. On peut feuilleter deux, trois pages, mais voilà, en gros les reconstitutions 3D et le parcours là géolocalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, là si vous voulez, vous pouvez la télécharger et quand même regarder la 3D et faire le parcours, même si vous n'êtes pas physiquement sur place. C'est un peu moins sympa de ne pas avoir les rues de Strasbourg, mais vous pouvez le faire. Et la petite souris, Chiara, qui est un peu le personnage qui vous accompagne tout au long du parcours. Comme je le disais, c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats. Le premier donc, était avec Brave New Media, celui qui a créé ça. Il me semblait important de préciser que c'est important de trouver un partenaire qui a de l'intérêt aussi pour le contenu de ce que vous faites. C'est-à-dire que Brave New Media est tout aussi intéressé que nous de sortir un projet qui est le plus juste possible. Par exemple, on s'était posé la question de certains éléments sur la presse Gutenberg. C'est eux qui ont contacté la bibliothèque des Dominicains pour numériser cette Bible et ils en sont très contents. Et c'est important, ce ne sont pas juste des exécutants, ils ont vraiment à cœur de développer ce projet. Qui a vu naître un deuxième parcours, je l'avais montré au tout début. Donc là, vous pouvez voir, il y a le premier qui est à Strasbourg, la route des imprimeurs, et le deuxième qui se passe à Kehl. Alors, pourquoi à Kehl? Pour ceux qui ne connaissent pas Kehl, c'est vraiment une ville frontière de Strasbourg, tellement proche que maintenant on a un tram qui nous relie. Et à Kehl, à l'époque de Beaumarchais, l'écrivain, donc Beaumarchais lui-même, a ouvert une imprimerie dans les anciennes forteresses Vauban pour imprimer les ouvrages censurés en France de Voltaire. Et donc il y a toute une histoire du chemin du livre qui était imprimé à Kehl, qui passait par des bateaux qui traversaient le Rhin. Et aujourd'hui, là, la 3D a du sens aussi parce qu'il ne reste plus rien de cette forteresse Vauban. Il reste quelques pierres dans les rues de Kehl. Et je crois qu'on la voit un petit peu là. Il y a une reconstitution donc, de la ville de Kehl et à l'arrière de la porte d'entrée de Kehl. Donc là, c'est pareil comme pour le premier parcours. La 3 dimensions, c'est pas juste quelque chose de ludique et attrayant, ça a vraiment un sens en fait au niveau patrimonial de reconstitution. Et là, l'idée, c'est de se déplacer dans la ville de Kehl et avec son téléphone de voir apparaître en petit, mais on essaye de se représenter, la forteresse Vauban et de pouvoir parler de cette autre histoire du livre, de l'impression du livre et du chemin du livre. Pour ce projet-là, on était en partenariat avec l'association historique de Kehl. Je vois que j'ai écrit Cal d'ailleurs, mais c'est Kehl, avec un E. Partenariat qui s'est bien terminé, mais qui a été un peu compliqué. J'entendais parler avant de langages différents. Effectivement, il n'y a pas forcément le même langage de médiation entre les médiateurs français et les médiateurs allemands. En tout cas, nous, on souhaitait vraiment un contenu ludique pour cette visite, avec un échange avec, ici c'est Beaumarchais, qui pouvait être un petit peu drôle, justement pour attirer le public jeune. Et ensuite, pour ceux qui avaient envie de plus d'informations, un peu plus sérieuses, d'aller vers l'encyclopédie. Le partenaire allemand a souhaité avoir un dialogue un peu plus pointu. On a eu du mal à trancher la question. Du coup, pour ceux qui parlent allemand, le dialogue en allemand n'est pas le même qu'en français. Parce que moi, je tenais quand même au fait que le dialogue reste justement ludique et accessible à tous. On a tous envie et le droit de rigoler quand on fait une visite guidée. Et m'en vient à parler du fait qu'il est important, quand on a un partenaire, d'écrire une convention au départ quand on travaille ensemble. Parce qu'avec Brave New Media, on s'entend tellement bien qu'on n'a pas pensé à écrire de convention sur le fil rouge, sur les choses qui nous tenaient à cœur là-dessus. Et le débat était très compliqué avec la ville de Kehl qui, par exemple, voulait appeler la souris qui s'appelle Chiara, voulait l'appeler, enfin l'appelle en allemand, la Büchermaus, donc la souris des livres. Parce que personnellement, je trouvais un petit peu ringard et c'est resté. Alors nous, on leur avait dit non, mais c'est notre application, elle s'appelle Chiara et en fait, suite à plusieurs échanges de mails, je me suis dit bon, on va céder là-dessus. En allemand, elle s'appellera la Büchermaus et sur la version française, elle s'appelle Chiara. Voilà. Après, dans le fond, il ne faut pas leur dire, mais les codes appartiennent à Brave New Media. S'ils veulent, dans quelques années, ils peuvent très bien changer les dialogues. Pour parler du financement, alors, comme vous pouvez le voir, c'est toujours très onéreux, sachant que Brave New Media, eux, nous offrent souvent la partie 3D, parce que eux, ça leur permet aussi de développer et de travailler de la recherche sur de la 3D. Mais là, on est quand même sur une commande à 53 000 €.
On a rajouté cette fois ce qu'on n'avait pas avant, de la coordination, de la communication, ce qui nous, je l'avais mis rapidement, ce que nous on a offert, c'est-à-dire que tout le contenu de recherche, toute la coordination, c'est vraiment du travail de l'association qui a été offert au projet, il n'est pas du tout financé. Alors que là on a pu le financer en partie, en partageant bien sûr cette part avec l'association historique de Kehl, et surtout on a pu le financer grâce au contrat triennal, je crois que quelqu'un en avait parlé plus tôt, et donc qui a permis de rassembler plusieurs financeurs en même temps, donc la DRAC, la région Grand Est, la CEA et la ville de Strasbourg, qui n'a pas mis 13 500, mais 13 000 euros, hein, 2 500 en tout. La région Grand Est c'était 13 250, pourquoi 250 je ne sais pas, mais très bien. Vous pouvez le constater qu'à chaque fois, c'est la DRAC Grand Est qui a plus financé ce projet d'application, donc merci. Voilà, mais on a eu la chance que le contrat triennal sorte à ce moment-là, mais bon, il fallait quand même financer à hauteur de 60 000 euros. On pensait prendre beaucoup plus de temps pour récolter les fonds. L'association historique de Kehl avait déjà de son côté récolté 15 000 euros, mais voilà, ça allait être long et on a pu tout d'un coup récolter donc 51 250 euros grâce au contrat triennal, ce qui a permis de faire sortir cette deuxième phase en septembre 2023. Donc c'est tout récent. C'est tout récent, mais quand même, cette deuxième phase a aussi permis de rectifier des petites erreurs qu'il y avait sur la première. Et ça, les rectifications des erreurs, ça n'avait pas été financé dans le premier budget. Donc c'est important de se dire aussi que si c'est un projet qui sera unique, de penser peut-être avec le prestataire, de lui dire voilà, il nous faut aussi développer parfois les petites erreurs qu'on peut voir qu'en pratiquant. En fait, on a beau nous être derrière, c'est que dans la pratique, on peut se rendre compte de modifications. Il y avait des choses qui n'étaient pas intuitives, par exemple, dans la manière de scanner les objets qu'on a pu modifier. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire des retours. On peut encore modifier des choses, je pense, dessus. Voilà pour Kehl. Quelques chiffres. À ce jour, on a près de 1400 téléchargements. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'objectif de rentabilité. Pour nous, c'est vraiment un outil de médiation qui est complémentaire à plein d'autres projets que porte l'association et qui pourrait être développé, qui permet de développer des partenariats comme là avec l'association historique de Kehl. L'idée, par exemple, la bibliothèque des Dominicains, la bibliothèque humaniste, l'idée, c'est de pouvoir proposer des parcours. L'application, elle est vouée à se développer, voire dans notre futur lieu, pouvoir proposer aussi un parcours muséal. Enfin, voilà. Pour nous, l'intérêt, c'est de proposer un outil de médiation nouveau, attirer un nouveau public, mais c'est aussi de nouer des partenariats et je crois qu'à un moment on en parlait, c'est très important pour nous de pouvoir croiser les différents parcours dans le domaine de l'imprimerie et des arts graphiques. Je crois que au niveau temps... Une prochaine actualité. Oui, grosse actualité. C'est la fête des imprimeurs, qui sera aussi un moment très dense. Donc c'est un événement qui est créé dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre. La dernière qui avait organisé l'espace européen Gutenberg était en 2018 parce que ça fait 1 an qu'on programme cette fête. Place Gutenberg, vous trouverez plusieurs démonstrations de machines typographiques, lithographiques, gravures, des ateliers de démonstration, des démonstrations de papetier. Enfin, c'est un événement qui a une certaine ampleur qu'on souhaiterait peut-être un jour organiser en biennale, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas par faute de moyens. Mais voilà, on a la chance de pouvoir la réaliser cette année, donc c'est ce week-end, 29-30 juin, place Gutenberg. Pour ceux qui sont encore là, je vous invite à venir et on présentera aussi l'application. Merci beaucoup et on va continuer avec Gutenberg. Une autre façon cette fois, avec le théâtre. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pauline Leurent, je suis comédienne. Dans mon métier, je suis amenée à faire beaucoup de choses. Je fais des spectacles. J'ai notamment un spectacle que j'ai créé pour les tout-petits, que je vais jouer au TJP là, en octobre, où là je joue avec mon corps des sculptures tactiles et un musicien qui fait notamment de la ASMR et qui m'accompagne en direct. Je fais des spectacles, je suis en ce moment en train de créer un spectacle avec 2 autrices contemporaines qu'on va jouer en janvier au TAPS à Strasbourg. Et il m'arrive aussi de faire de la voix off, même beaucoup. Donc ça m'arrive aussi notamment de travailler avec les ensembles 2.2 qui font des parcours sonores qui peuvent aussi accompagner certainement des institutions. Et là aujourd'hui, je suis pour un projet particulier. Tout ça pour vous dire que dans mon métier, je suis amenée à faire beaucoup de choses et que la transmission, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'on m'a proposé ce projet qui a eu lieu pour le 2 juin, les étapes de Gutenberg, qui est un projet un peu particulier.
Il se trouve que je suis artiste associée au TAPS, Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, depuis 4 ans. Que dans ma mission, j'étais en charge d'un festival qui s'appelle Les Actuels, qui met en avant les écritures contemporaines. Et notre directeur, Olivier Chaplet, qui est en lien aussi avec les autres services de la ville, était aussi mobilisé sur Strasbourg, capitale mondiale du livre. Et en discutant avec ses collègues des archives, les archives ont en ce moment une exposition qui s'appelle « L'imprimé, quel caractère ?» avaient envie d'une proposition théâtrale en lien avec leur exposition. Il se trouve qu'Olivier Chaplet, avant d'être depuis 20 ans le directeur du TAPS, a été comédien et il s'est souvenu qu'il avait ce vieux livre qu'il traînait, qu'il gardait avec lui depuis 30 ans et que ce vieux livre était un accessoire de théâtre dans une pièce dans laquelle il a joué. Et ce vieux livre s'appelle « Les étapes de Gutenberg » de Louis le Riche, 1888. Il a eu envie de le monter avec des amateurs et de proposer aux amateurs, ça c'est pour la petite histoire, qui sont chaque année, il y a énormément de demandes pour faire du théâtre, ça c'est super, mais on est obligé à chaque fois de refuser du monde parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Et donc il avait promis aux amateurs de pouvoir leur proposer un projet dans l'année, donc il a fait du 2 en 1. Il a proposé de monter ce vieux livre et de le monter avec des amateurs et il m'a confié cette mission. Alors, ce que je fais peut-être juste vous demander, c'est est-ce que vous connaissez cette pièce? Non? Alors, j'ai regardé dans le CCFA, je crois qu'il y a 6 bibliothèques qui la possèdent. Je crois qu'il y a Colmar, il y a Dijon, Lyon, la BNF. Et c'est une pièce, Pauline, je crois, qui est écrite en 1888 par Louis le Riche. Et en fait, c'est une comédie en 4 actes qui s'appelle Les étapes de Gutenberg. Donc moi, je l'ai lu une première fois, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et j'avoue que très vite, j'ai trouvé que c'était du théâtre assez vieux. Alors, j'ai rien contre le vieux théâtre, hein, contre les classiques, mais là, il y avait quelque chose de poussiéreux et de pas forcément passionnant. Et en plus, en faisant plus de recherches, j'ai surtout vu que c'était une énorme fiction et qu'il n'y avait rien d'historique ou de réel à part le passage à Strasbourg, à part quelques dates. Et donc pour moi, la mission, c'était comment faire avec des amateurs qui ont envie de faire du théâtre, qui ont envie de jouer, qui sont là dans leur temps libre. Donc l'idée, c'est qu'ils aient du plaisir et qu'ils soient heureux d'être là. En même temps, on va avoir un public, puisqu'on va le jouer plusieurs fois, comment leur amener du contenu. Et donc, de fil en aiguille, avec eux, on a travaillé sur une petite forme où moi, je faisais un peu, comment dire, la maîtresse de cérémonie, on va dire Madame Loyal, qui accueille le public et qui, entre chaque extrait de chacun des 4 actes, je suis en lien avec le public pour donner des éléments historiques, des éléments didactiques, pour qu'eux puissent suivre entre la fiction et la réalité et aussi permettre en fait aux amateurs de pouvoir, comment dire, eux se préparer, être prêts, parce que prendre en charge de jouer dans le cadre d'une exposition quand on est amateur, parce que moi je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient entre 23 ans et 65 ans, des gens qui avaient beaucoup de pratiques de théâtre et d'autres pas du tout. Donc l'idée était évidemment pour moi que tout le monde ait sa place et que tout le monde prenne du plaisir et puisse jouer. Et donc voilà, merci. Je vais juste, voilà, par exemple, voilà, moi c'est juste pour vous montrer ça, c'était comment on a décidé de jouer dans l'exposition. Moi je pouvais guider les spectateurs qui nous suivaient et on a fait des extraits entre les actes, à chaque fois le public se déplaçait. Et l'intérêt d'être au cœur de l'exposition, parce qu'on aurait pu très bien faire juste une lecture sur une estrade dans une salle de conférence comme ici, mais l'intérêt c'est que justement, même si ce qu'on raconte, il y a des éléments de fiction, moi je ramène des éléments historiques, et surtout que autour de nous il y a une presse, il y a des caractères mobiles, il y a des vieux livres, et c'est comment à chaque fois le spectacle vivant peut résonner avec l'exposition qui est autour. Là, je l'ai fait avec des amateurs, mais plusieurs fois, j'ai été amenée à faire ce type de travail, ce type de commande, notamment avec les musées, mais j'en parlerai plus tard. L'intérêt aussi d'être de travailler sur ce texte et de faire entendre ces textes, c'est de travailler aussi avec l'espace qui nous entoure et donc de pouvoir jouer
dans le cœur de cette exposition, on s'est vraiment amusé avec les adultes et nous, à comment on pouvait habiter cet espace, comment on pouvait le faire résonner avec notre propos et avec les scènes qu'on avait à monter. Justement, je crois que c'est des éditions de Voltaire qui sont présentées dans une bibliothèque. Donc ça fait vraiment une interaction avec les lectures. Avec ce qui nous entoure, absolument. On comme je disais, c'est une comédie. On est allé presque dans... On a comment dire, exagéré fortement le trait pour s'amuser et pour partager avec le public. J'ai eu des adultes amateurs hyper volontaires et voilà, super. Enfin, c'était vraiment une très très belle expérience. Et on va rejouer en septembre et en octobre. Pour celles et ceux qui sont pas loin, vous êtes évidemment les bienvenus pour écouter cette lecture au cœur de l'exposition « L'imprimé, quel caractère ». Vous me disiez, Pauline, qu'il y avait eu tout un temps de préparation aussi avec ces amateurs de lecture, parce qu'effectivement le sujet n'était pas forcément très connu et que vous aviez des débats un petit peu sur un sujet. Oui. Tout à fait. Évidemment, l'idée, pour moi, c'était de faire avec eux. On a pas mal échangé sur comment on avait envie de faire ça. Justement sur quels éléments réels, historiques on a amené au cœur des extraits des pièces. On s'est échangé des podcasts de France Culture sur Gutenberg, des reportages qu'on avait trouvés, etc. Justement pour connaître et plonger dans son histoire. Voilà. Ensuite, sur aussi le... oui, je continue juste à vous montrer quelques images des amateurs sur ce projet Les Étapes de Gutenberg. Donc, qui a lieu aux archives. Et aussi vous dire en fait que dans mon parcours depuis 2016, j'ai été souvent amenée avec un collaborateur, Olivier Touratier, qui est musicien, et une collaboratrice, Anaïs Aubéry, qui est comédienne. On a eu très souvent des commandes de la part des musées de Strasbourg. On a travaillé beaucoup pour le musée d'art moderne, pour le musée historique, pour l'Aubette, aussi pour le 5e lieu, où en fait on avait, eux ils avaient des expositions, à chaque fois des expositions temporaires et différentes, et avec une envie de donner la voix, par exemple, je pense à une exposition, l'exposition qui a eu lieu sur Käthe Kollwitz, et nous on a pu lire des extraits de son journal intime qui ont été mis en musique au cœur de ses œuvres. Et c'est sûr que de faire entendre les voix des artistes, les voix des livres, de les incarner, de rendre vivants au public et de transmettre avec une approche sensible, ça touche et ça résonne vraiment autrement. Et c'est aussi l'intérêt de ces propositions au cœur d'exposition. Et nous, à chaque fois, il y a quand même vraiment un partenariat et un lien avec les médiateurs des musées, ou le commanditaire, ou le directeur ou directrice du musée, et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire passer, qu'est-ce qui est important pour eux, et nous ensuite de vraiment créer au plus juste une proposition qui soit intéressante au niveau, j'ai envie de dire, théâtral, musical, et aussi qui fasse lien avec l'exposition, ou qui fasse lien avec l'endroit où on est, ou ce qui est mis en avant à ce moment-là. On a eu récemment une commande notamment du 5e lieu pour la nuit des musées, où la commande était architecture imaginaire. Et donc ça, c'est une photo de ce moment-là, où on a lu des textes des villes invisibles d'Italo Calvino, qu'on a choisi, qui étaient mis en musique et qu'on a pu jouer dans cette salle magnifique avec un mapping et un plan de Strasbourg au pied de la cathédrale, qu'on a pu jouer là au mois de mai dans le cadre de la nuit des musées. Voilà. Je voulais juste vous faire part, moi, de mon expérience suite à Bernadette qui m'avait invitée, moi en tant que comédienne, comment je suis en lien avec des médiateurs et quel type de commande on peut réaliser, de faire des lectures théâtralisées, vivantes et souvent musicales pour faire entendre les voix qui sont cachées dans ces livres ou dans ces œuvres qui nous entourent.
Merci beaucoup. Ça fait peut-être une transition avec justement les questions. C'est vrai que tout à l'heure, on a beaucoup parlé du rapport bibliothèque-musée. Il y a aussi le rapport, effectivement, bibliothèque-spectacle vivant. Voir un petit peu comme justement le spectacle vivant peut apporter une dimension sensible, participative, qui parfois nous permet justement d'aller à la rencontre d'autres publics. Donc c'est vrai que ces 3 expériences étaient très différentes et très intéressantes par leur côté novateur. Alors, comme je sais qu'on a peu de temps, je me tourne vers la salle pour déjà demander si vous aviez des questions, parce que moi j'en ai quelques-unes, mais je préfère déjà vous poser la question. Est-ce que vous avez des remarques, des souhaits d'éclaircissement sur certains points ? Une journée d'écoute, bravo. Oui. Pas particulièrement. Alors je vais peut-être me lancer parce qu'après ça viendra tout seul. Alors je vais peut-être poser un peu une question effectivement à Chloé. Évidemment, on ne peut pas avoir maintenant de retour sur le dispositif qu'on va tous se précipiter pour découvrir lors de l'exposition En Garde, mais je voudrais demander un petit peu un retour sur les 3 années d'expérimentation. Donc c'était apparemment toujours l'été avec le dispositif Odyssée, savoir un petit peu plus en termes de fréquentation, aussi la nature du public touché, si vous pouviez nous préciser cela. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il est allumé, mon micro. Non. Ah oui, merci. Oui, alors l'objectif c'était de toucher, voilà, c'est des choses je pense qui préoccupent tout le monde, enfin qui concernent tout le monde plus que préoccuper tout le monde. L'objectif c'était de toucher un public le plus large possible et de toucher aussi les jeunes générations, sachant que nous on est dans une bibliothèque patrimoniale, on n'a pas du tout de médiathèque à côté, enfin voilà, c'est des visiteurs qui viennent pour voir les livres derrière des vitrines quand même, hein, la plupart du temps. Et en fait, le public qu'on a rencontré, c'était un public plus jeune que d'habitude, mais c'est aussi un public intergénérationnel. Et ça nous a beaucoup touchés. Parfois, c'est les grands-parents qui invitaient les petits-enfants, mais parfois, c'était l'inverse. Et c'était assez touchant, il y avait beaucoup de partage. C'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié aussi parce que justement, le fait que le jeu soit collaboratif, que ce soit pas juste un joueur tout seul face à l'écran, il y avait ce côté, parfois on a tendance à penser que le numérique éloigne les gens entre eux, et en fait là c'était l'inverse, il y avait le partage d'une activité en commun qui marchait bien. Par contre, c'était une expérience en réalité virtuelle qui sollicitait beaucoup l'équipe de médiation, et on pouvait proposer l'expérience à seulement 4 personnes dans un box, donc il y avait 2 box, donc on pouvait aller jusqu'à 4 fois 2 personnes en même temps. Donc ça voulait dire aussi qu'il nous fallait 2 médiateurs culturels pour les accompagner, hein, un médiateur par box en fait. Donc après on le savait dès le début, hein, pour le coup ça c'était pas une surprise. Donc l'objectif n'était pas tant d'avoir un sursaut de fréquentation, mais plutôt de faire parler de la bibliothèque humaniste, peut-être un petit peu aussi de casser les codes, de casser peut-être une image fausse de la bibliothèque humaniste qui serait restée, je sais pas moi, dans la poussière, voilà, au milieu des vieux livres. On a des vieux livres, on a aussi, voilà, on a à cœur aussi de profiter des nouvelles technologies et de mettre les nouvelles technologies au service des publics et aussi au service de la connaissance de nos collections. Donc on était on a fait je crois sur les 3 ans plus de 1000 séances. Mais 1000 séances, c'est pas tant que ça non plus en fait, hein, voilà. Alors que ça nous sollicitait beaucoup. Donc nous on le savait, mais c'est vrai que reproduire ce type d'expérience tous les ans, voilà, il faut avoir en tête toutes les conséquences que ça a. 1000 séances, c'est à peu près je crois 50 000 entrées par an. Alors 50 000 entrées par an, c'est ce qu'on fait à peu près en moyenne la fréquentation de la bibliothèque humaniste. Et c'est pas du tout tous les gens qui venaient visiter la bibliothèque n'allaient pas forcément faire l'expérience. Bien sûr. Déjà parce qu'il y avait des publics qui n'étaient pas intéressés, et aussi parce qu'il fallait s'inscrire en amont. Voilà, c'était. C'est quand même... Et c'est une expérience qui était payante, donc pas, à mon sens, pas très chère par rapport à ce que ça nous a coûté, hein, évidemment. En fait, c'était une séance qui coûtait 10 € en tarif réduit et 12 € en tarif plein pour les adultes, sachant que j'ai pas fait les calculs, mais c'est un jeu, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé budget. C'est vrai que ça manque peut-être un peu de concret, mais je vais y remédier. On a dépensé 80 000 € pour le développement du jeu. Et après, par contre, le matériel était assez peu cher parce que c'est des casques grand public, donc qui étaient novateurs en 2020.
C'est des casques qui coûtaient 500 € pièce, on en avait acheté 16, donc voilà, c'était raisonnable. Donc pour ce projet, pour finir sur le financement, je parle toute seule, on pose plus de questions mais je parle. Je crois qu'il y avait une question tout à l'heure, il m'a semblé, ou je me trompe, non? Ouais. Non, pour le financement, voilà, parce que c'est vrai que ça manquait à ma présentation, je pense. Donc on n'a pas reçu de subvention tout simplement parce qu'on n'a pas demandé. Donc voilà, visiblement il y avait le budget. En tout cas, voilà, on a aussi la chance de travailler avec un budget. Par contre, cette année, pour le projet En Garde, c'est pour ça que j'en profite aussi je voulais en parler absolument parce que je voulais aussi remercier les financeurs. Donc c'est un projet à hauteur de 22 000 € hors taxe. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec Odyssée, hein. Un projet qui est en très grande partie financé par la dotation générale de décentralisation des bibliothèques, donc qui finance à 80% le projet de jeux vidéo autour de notre été d'escrime. Voilà. Bonjour, j'en profite pour élargir en fait la question qui vient d'être posée. C'est quelque chose c'est une question que je me pose depuis ce matin, qui peut potentiellement s'adresser à tous les intervenants. C'est la notion d'évaluation justement de tous ces dispositifs, que ce soit des dispositifs numériques, une expérience sensible avec un public amateur ou des dispositifs d'exposition. Voilà, on a souvent eu l'explication du pourquoi. Donc le pourquoi, le plus souvent, c'est on veut toucher un public plus large. Mais après, on a eu quelques indices sur le ressenti, ce que vous observez en faisant ces animations, en faisant des visites, etc. Mais est-ce qu'il y a eu dans tous ces projets une démarche d'évaluation un peu systématique, notamment qualitative, et un questionnement en fait un peu plus approfondi des publics justement? Non, j'ai pas répondu, mais alors c'est vrai que c'est toujours compliqué d'évaluer ce genre d'outil, parce que par exemple une appli en téléchargement, on n'a pas le retour directement d'utilisateur. Comme je vous le disais, nous pour le lancement, on avait fait des visites en partenariat avec le 5e lieu qui propose une visite qui s'appelle Parcours sur la route des imprimeurs, et du coup on faisait une co-visite avec la médiatrice. C'était intéressant parce qu'elle me disait justement que ça a remplacé quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est les retours qu'on va avoir un guide ne peut pas reconstituer un atelier en 3D, et puis voilà, les retours qu'on a eus, c'est vraiment des visites qu'on a pu mettre en place, et puis quand on rencontre les gens, on en parlait tout à l'heure, hein, il faut quand même revenir au public, c'est intéressant. Du coup, c'est d'essayer d'en parler avec eux, d'échanger en direct, mais c'est un peu difficile sur les outils numériques, à moins d'avoir mis un questionnaire à la fin, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes y répondent. On va avoir, nous, quelques mails, parce que forcément, il y a des gens qui vont nous dire des grosses erreurs à cet endroit-là, mais ça va plutôt être là-dessus. Du coup, nous, on est plutôt positifs, on garde les retours positifs de gens qui nous disent ça nous a bien plu. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on travaille avec beaucoup de passionnés d'imprimerie qui ont un certain âge, qui n'étaient pas très réceptifs à la 3D quand on l'a lancé, et qui ont trouvé ça génial. Donc je me dis, alors si mes bénévoles de 80 ans trouvent que la 3D c'est génial, je pense qu'on a un petit peu réussi. Alors c'est bien, comme ça m'a permis de relire mes notes, parce que comme je vous disais, ça remonte un petit peu. Odyssée, on avait fait une enquête, alors pas sur tous les participants, c'était un peu trop lourd pour l'équipe de médiation qui, comme je vous le disais, était très sollicitée. Parce qu'après, il y a des manipulations, il faut nettoyer les casques de verre, donc c'est pas juste accueillir le public, c'est aussi préparer en amont et ranger après. Mais en fait, donc c'était un public francophone, hein, clairement parce que là, on n'avait pas prévu une traduction. Mais en fait 44% des personnes interrogées, donc on a un panel de plus de 100 personnes, hein, je vous dis c'est pas très, voilà, c'est pas un très gros panel, mais quand même c'est assez indicatif déjà. Donc 44 personnes qui connaissaient même pas la bibliothèque humaniste en fait. Donc c'est par le biais du jeu Odyssée qui sont découverts la bibliothèque humaniste. Après on a 65% des visiteurs qui sont des primo-visiteurs et 76% des personnes interrogées qui ont profité de leur expérience de Odyssée pour visiter ou revisiter la bibliothèque humaniste. Parce qu'en fait, on payait l'entrée, on payait l'expérience à Odyssée, et compris dans le prix, on pouvait accéder à l'étage. Et nous, évidemment, l'équipe de médiation invitait vraiment les gens à monter, découvrir le musée. Et en fait, les livres,
qui avait inspiré les scènes était présenté dans une vitrine juste à côté en fait du jeu. Donc déjà nous on pouvait faire un petit peu de médiation en fonction on jaugeait bien le public, on voyait s'ils avaient envie ou si ça les intéressait pas trop. Et donc déjà il y avait une médiation et une découverte du livre original qui était sous leurs yeux et vraiment à la sortie de l'expérience numérique, quoi. Moi, je sais juste, notamment sur la dernière expérience, qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient assisté à cette lecture théâtralisée et le directeur des archives disait qu'il était très heureux parce qu'il y avait beaucoup déjà du public pour un dimanche pour venir voir l'exposition et aussi beaucoup de personnes me disaient en fait je n'étais jamais rentrée aux archives de Strasbourg alors que j'habite tout près, etc. Donc évidemment, aussi dans le cadre de Capitale mondiale du livre, il y a beaucoup d'événements. Et ces événements, en fait, font venir du monde. Ils sont fréquentés. Je crois qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais il y a une dernière question qu'on va prendre. Un complément par rapport aux études et à l'évaluation. En 30 secondes, très rapide. Comme toujours, très rapide. Puisque mon collègue Gennaro de la Bibliothèque nationale est parti, vous dire que la BNF évalue énormément, puisqu'on a la chance d'avoir un département des études et de la stratégie. Donc, je vous invite à consulter le site internet de la BNF où se trouvent la plupart des études. Pour Richelieu, les dispositifs numériques, donc les bornes dont a parlé Gennaro ce matin, étaient intégrés au questionnaire. Ainsi que le dispositif de compagnon de visite, donc qui est un audio-guide sur mobile. Et voilà, il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous ont permis d'évaluer l'ensemble de ces dispositifs, le discours aussi du parcours muséal, avec une très bonne réception des bornes de médiation, une absence totale de l'audio-guide parce qu'il est très peu visible, pas proposé par nos équipes d'accueil. Donc dès que l'étude sera en ligne, je pense qu'elle vous sera sans doute utile, elle présentera des indicateurs chiffrés, mais cette évaluation c'est clé pour toutes nos actions. Et malheureusement sur les réseaux sociaux c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer, parce qu'on ne peut pas forcément interroger la dizaine de milliers d'abonnés qui nous suivent. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous revient de clôturer ces journées.